Chers confrères, chères consoeurs, messieurs, dames, chers amis, je sollicite votre indulgence, ayant peu d'expérience dans le rôle qui m'est confié par celui qui nous réunit ce soir. Pour vous mettre d'emblée dans la confidence, figurez-vous que c'est d'une manière très décontractée, au cours d'un déjeuner, qu'il m'a demandé de lui remettre ses insignes un jour de décembre, pendant qu'il jetait un œil distrait au menu. J'ai bien entendu dissimulé mon étonnement, avant de comprendre après réflexion que ce choix, outre l'inestimable marque de confiance qu'il signifiait, était un choix raisonné. Une première explication pourrait bien être l'esprit de revanche. L'embarras dans lequel il me met ce soir est une manière de me faire payer le fait de l'avoir devancé de quelques mois dans l'ordre des arts et des lettres. Mais avec la nomination toute récente dans l'ordre des palmes académiques, qui a quelque peu bousculé l'organisation de cette soirée, le triomphe est incontestable. Plus sérieusement, beaucoup connaissent l'impressionnante façade lorsque Laurent prend la parole en public, mais peu ont fait l'expérience de la profondeur du plan. J'en fais partie, ce qui m'autorise à ouvrir la porte. Tu as préféré la vérité d'un témoignage à l'éclat d'une cérémonie mondaine. Tu as choisi une école et un de tes pairs plutôt que les dorures et la pompe. Ton portrait est déjà esquissé avant même que je m'en charge. Tu m'as choisi parce que je te connais. Je te connais même plus encore que tu ne l'imagines, et ce dont j'ai été le témoin au cours des 30 dernières années a de quoi inspirer l'office dont j'ai la charge. Oui, 30 ans. Je t'ai connu du temps de la moustache et du collier de bolo. C'est d'ailleurs la seule excentricité que tu t'autorisais, car sous des traits gaulois, on devine une nature plutôt discrète, presque timide, sans pour autant manquer d'assurance. Cette combinaison vient de loin. Avoir grandi dans l'ombre d'un frère surdoué, confisquant l'attention des parents, aurait pu être une source de frustration et d'amertume. Le cadet avait toutes les raisons d'être jaloux de l'aîné. Pourtant, il en était fier et a gardé pour lui une affection inconditionnelle. Tu trouves de l'émulation là où d'autres appréhendent une rivalité. De cette enfance, tu es sorti avec une ambition intellectuelle associée à une bienveillance naturelle. Cette grandeur d'âme est rare. Un autre trait de caractère est ta générosité, qui se lie dans tes projets et qui compte par conséquent de nombreux bénéficiaires, notamment la commune de Torcy, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, et particulièrement le maire Roland Fuchet, qui a porté ton projet de centre civique en 1994, avant d'être à son tour porté par le bâtiment, qu'il a visiblement pris le temps d'apprécier avec 5 mandats consécutifs étalés sur 31 ans. Il aurait pu illustrer le dernier livre de Pierre Quay qui s'intitule « Durée ». On dit que c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît les vrais amis. On pourrait dire aussi que c'est dans les contextes difficiles que l'on reconnaît les vrais architectes. Planté dans un décor ingrat, une de ces zones mi-industrielles, mi-pavillonnaires qui ont dévoré les paysages en France comme ailleurs, la mairie de Torcy n'a pourtant rien à envier au monument des vieux centres. Dotée d'un parvis et d'un perron, elle parvient d'elle-même à fabriquer un lieu dans un territoire qui en est sacrément avare. Alors que les architectes sont souvent mal aimés, que le béton brut peine à convaincre le grand public, les Torcéens sont très fiers du bâtiment que tu as livré. En premier lieu, les ouvriers, honorés de voir leur nom gravé sur un mur du hall par ton initiative. Leur reconnaissance t'est acquise, comme l'est aussi celle des étudiants que tu as formés, dont j'ai fait partie lorsque tu m'as accueilli en auditeur libre dans ton studio à l'ENSA de Paris-Belleville, ex-UP8, où tu as été en poste 32 ans, avant d'être nommé au grade de professeur à l'ENSA de Normandie, mais sans avoir pleinement quitté les murs de l'école qui nous reçoit ce soir, où tu as soutenu ta thèse de doctorat en 2017. Je dois aussi mentionner les institutions que tu as servies, notamment la Société française des architectes, qui te doit beaucoup, à commencer par sa survie il y a une vingtaine d'années, lorsqu'avec Benoît Possel, tu as œuvré au redressement de l'association
qui t'a élu plusieurs fois président. Tu n'as pas davantage compté tes heures en tant qu'architecte conseil de l'État. Il y a une trentaine d'années, avec des missions sur le développement des villages et des autoroutes du Loir-et-Cher. Il serait injuste d'oublier ceux qui ont eu la chance d'être tes collaborateurs. Tu étais payé pour former des étudiants, tu en as embauché beaucoup pour continuer à les former en les payant. Et lorsque tu as restructuré et déménagé ton activité professionnelle, tu as pris soin, avec Judith qui a été ton associée, de les orienter chez un confrère, sauf pour ceux qui, forts de l'expérience acquise dans l'atelier Salomon, ont commencé une activité en nom propre. Je n'en connais pas beaucoup qui s'inquiètent davantage de la carrière des autres que de la leur, et nul doute que les prud'hommes seraient bien désœuvrés si tous les patrons devaient imiter un jour. Cette bienveillance fait de toi un enseignant qui est aussi un maître et un employeur doublé d'un protecteur. Bien des faits et gestes à l'école, à l'agence, illustrent ce que j'appellerais une belle conscience politique. Belle, car elle est l'expression d'une sollicitude et non d'un ressentiment. Voilà pourquoi j'y suis très sensible. Et aussi parce que, s'agissant de défendre des convictions, la dignité d'un intellectuel est incontestablement plus convaincante que l'agitation des prédicateurs. L'audience de ce soir en est la preuve. Ta complexité te protège de bien des pièges dans lesquels d'autres se laissent prendre. Tu te tiens à distance de la plupart des réseaux sociaux, car tu n'es pas de ceux qui clament leur opinion, s'exhibent, vocifèrent. Je tiens à préciser que toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite. Par ce recul critique, ta voix diffère, et cela te vaut d'être écouté. C'est la récompense de ceux qui savent disputer, parfois nerveusement, mais avec la bienséance indispensable à nos institutions. Tu restes dans l'agora, tandis que d'autres se jettent dans l'arène imprudemment. On reconnaît là la marque d'un homme de lettres, un défenseur de l'argument dans un monde envahi de mots d'ordre, de tous bords au demeurant, et surtout quelqu'un pour qui l'idéologie reste toujours devancée par la pensée, ce qui a pour effet de laisser une certaine instabilité à la surface des idées. C'est moins confortable que les certitudes, mais plus stimulant. Voilà pourquoi tu fais partie des très rares confrères avec lesquels l'aparté, que je sollicite régulièrement, ménage un espace d'échange apaisé et plaisant, à l'abri des injonctions dont nous sommes trop souvent assaillis. Tes qualités auraient pu te destiner à être médecin, juriste ou homme d'État. C'est vers l'art de bâtir que tu t'es tourné, ayant gardé un souvenir ému de tes premières visites de chantier alors que tu avais 6 ans, en compagnie d'un grand-oncle chargé de construire des stations de sport d'hiver. La découverte en sa compagnie du barrage de Serponçon, cette chose construite qui prend la mesure du territoire, a visiblement laissé une empreinte, et ce goût de la grande échelle, des structures urbaines ou du bâtiment paysage rejaillira dans le forum de Chambéry, aussi bien que dans ton projet de musée océanographique. Je te rejoins parfois. Nous partageons tous deux un intérêt insatiable pour le thème du portique. J'ai écrit des centaines de pages sur la colonnade, tu en as construit une de plusieurs centaines de mètres à Saint-Priest. Nous nous complétons admirablement. Ta formation a commencé en 1971. Les palais nationaux logeaient naturellement des écoles d'architecture, les revues italiennes occupaient les esprits, la fumée de cigarettes emplissait les amphis, le postmodernisme n'avait pas encore frappé, et les impétrants avaient le luxe d'hésiter entre plusieurs offres d'emploi. Ton appétit pour la connaissance théorique s'est révélé très tôt, sous la nef du Grand Palais, où tu as reçu l'enseignement du plus grand pédagogue de la deuxième moitié du XXe siècle, Henri Siriani. Tu as appris de lui plus que ce qu'il t'a transmis. Ce différentiel révèle qui tu es. Des milliers d'architectes ont reçu son enseignement, la plupart en ont retenu l'image de marque, peu s'en sont servis pour interroger la force politique du projet et la place de l'architecte dans cette société qui s'en méfie
et qui, dans bien des cas, ne lui accorde plus désormais davantage que des façades à enguirlander. Certains ont d'ailleurs acquis ces dernières années une expertise incontestable en la matière. À tes yeux, les dynamiques sociales que le projet peut initier ou accompagner dessinent l'horizon de l'architecte. Faut-il encore qu'il lève la tête pour en voir la grandeur? Ta rencontre avec Franco Purini a fait l'effet d'une morsure dont la marque reste visible dans l'admiration et la tendresse qui se lisent dans tes yeux lorsqu'on prononce ce nom, dont tu te plais à rappeler qu'il signifie le petit pur. C'est un peu ton rabbin. Certaines de ces phrases sont restées pour toi un perpétuel objet de questionnement. Par l'épaisseur de sa culture architecturale et l'intelligence de ses constructions conceptuelles, il t'a inculqué le goût d'une méditation que tu as entretenue avec les lectures d'Hannah Arendt, Paul Ricoeur ou Jean-Claude Milner, pour citer quelques auteurs qui balisent ton terrain. Parallèlement, Henri Siriani t'a initié au plaisir de donner forme à un dessin, de défier la gravité en maîtrisant l'art de meubler le monde entre sol et ciel, et Roland Schweitzer t'a rappelé ce que tout architecte se doit d'organiser, le rendez-vous de l'intelligence constructive et de l'espace habité. Ce triumvirat avait de quoi entretenir pour longtemps une hésitation fondamentale entre une conception de la forme architecturale considérée comme la construction d'un dessin, le dessin d'une construction, ou encore un récit mis en espace. Et certains de tes projets, notamment le centre de loisirs d'Orly, tirent profit de cette délicieuse ambiguïté. Tu as fini tes études en soutenant ton diplôme avec Michel Kagan, un des plus talentueux architectes de sa génération, dont tu es resté l'ami jusqu'à ces derniers jours. Aussitôt diplômé, te voilà en partance pour Chambéry, où l'on te confie le pilotage de l'atelier public d'architecture et d'urbanisme, chargé de dessiner rien de moins qu'un centre urbain contenant des logements, des commerces, une mairie, autour d'un vaste espace public structurant le quartier. Même pas peur. Ton premier bâtiment, une tour d'entraînement de pompiers, a quelque chose d'un autoportrait. Sur le fond, c'est une construction destinée au sauvetage, et la forme est celle d'un tableau vivant. 30 ans plus tard, la maison du parc Jean Moulin-les-Guilans à Montreuil illustrera d'une manière éclatante l'opiniâtreté avec laquelle tu mets la construction au service de l'abstraction. Chaque pli accueille une fonction, chaque volume se lit comme un hommage, chaque façade est une page d'histoire. Cette folie rationnellement dessinée apparaît comme un songe d'architecte, une scène improbable où Le Corbusier, Barragan, Guasmet et Rogers discutent paisiblement devant l'horizon. Revenons aux premières années. Tu commences en 82 une carrière d'enseignant à UP8 au sein du groupe UNO qui venait de se constituer pour mettre en œuvre une pédagogie structurée à une époque où l'appareil administratif et le paysage universitaire permettaient un tel regroupement de cerveaux, avant que tout ne se morcelle à la carte, que la verticalité et la progressivité des cursus ne provoquent une levée de bouclier, que toute éminence intellectuelle ne devienne suspecte, et que la rhétorique d'une transdisciplinarité à tout va ne soit le signe d'une dissolution des savoirs, tout autant que l'alibi d'une faiblesse pédagogique, désormais dénoncée par les étudiants eux-mêmes. De ce groupe, tu as été un pilier. Personne n'était indifférent à ton éloquence, et la rigueur avec laquelle tu conduisais tes ateliers a fait ta réputation. L'assemblée de ce soir donne une idée des générations d'architectes qui sont passés chez Salomon, comme on disait encore il n'y a pas longtemps. Les étudiants devinent sans difficulté les enseignants sur qui ils peuvent compter. Et ce qui, en toi, inspire cette confiance, explique aussi la gratitude de ceux, amis ou collègues, que tu as soutenus. Soutenir, voilà un verbe que tu connais et qui m'autorise une métaphore sans m'éloigner des références qui me sont chères. Je te vois comme une colonne dorique. Dans le sens d'un être qui ne cherche pas à plaire et se contente de porter en se tenant debout, vigoureusement, dans la lumière, avec force,
mais une force domestiquée par l'élégance d'un galbe sur lequel repose la forme tranquille d'un entablement. Le premier acte de l'architecture occidentale illustre ton autorité naturelle, qui est un élément de stabilité important dans notre petit écosystème social. Ta générosité s'associe à une autre de tes qualités tout aussi rares, le courage. Là encore, elle sert en premier lieu tes amis et tes collègues. Tu as en trop ce qui manque chez d'autres. C'est donc une forme de redistribution que tu exerces par le simple fait d'exister. Je ne parle pas seulement du courage qui t'a fait, un jour de 92, glisser tes lunettes dans la poche de ta chemise pour venir au secours d'une fille en train de se faire malmener par une horde de criminels dans un RER filant vers Paris, alors qu'aucun autre passager n'était disposé à se mettre en danger pour éviter un viol en public. Je parle aussi du courage avec lequel, au risque d'y laisser des plumes, tu défends inconditionnellement ce qui est juste, dans des institutions qui, étant souvent la proie des intérêts individuels, peuvent devenir allègrement indifférentes à la méritocratie. Tu tiens de ton père, résistant à l'âge de 16 ans, une rigueur morale sans faille. À travers elle, tu défends une idée de la société qui rappelle celle des grands humanistes, en premier lieu Léon Baptiste Alberti, pour qui, je cite, « l'homme est né pour être utile à l'homme ». Le palmarès de tes projets reflète invariablement le souci de l'intérêt public qui est au cœur de la loi de 77, à laquelle notre attachement aujourd'hui donne la mesure de ce que l'on a perdu en un demi-siècle. Les grands récits ont fait place au micro-trottoir et l'architecture n'a pas été épargnée par l'affaiblissement des symboles qui ont porté nos sociétés. Il appartient aux enseignants de restaurer et d'entretenir l'appétit de ce qui nous dépasse, nous grandit et nous tient. Ta carrière y contribue. De l'esprit français, tu as pris le meilleur. On reconnaît chez toi le statut de la raison dans la lignée de Descartes, la défense de la laïcité qui remonte aux Lumières, le goût de l'universel que la Révolution nous a laissé en héritage, un attachement inconditionnel aux libertés qu'une longue tradition politique entretient, sans oublier le superflu dont on a su faire dans ce pays une nécessité, une pointe d'humour et un penchant pour la bonne chère afin d'agrémenter nos brèves existences. Tout cela cohabite en toi si harmonieusement que jamais on ne s'ennuie une minute à tes côtés, et ceux qui te côtoient au quotidien peuvent mesurer leurs privilèges. Ce génie français est un acquis sur fond d'autres cultures que tu tiens de tes aïeux. Avec une grand-mère paternelle ukrainienne, on peut deviner d'où vient ta pugnacité, tandis que les 3 autres grands-parents venaient d'Ombrie et de Lombardie, les noms d'un pays au ciel rose et bleu, où les palais aux motifs opulents font le décor du quotidien. L'Italie enveloppe ton rationalisme comme la licence détend la règle. Ta passion pour les figures, que tu entretiens avec une pratique quotidienne du dessin, semble traduire le rêve d'un lyrisme contrôlé, comme si la grâce et la méthode devaient trouver patiemment un terrain d'entente sur les pages de ton carnet Moleskine. Tu es fait d'un mélange. Et je suis bien placé pour savoir à quel point les mélanges élargissent l'esprit. Si je devais me risquer à nouveau dans une métaphore architecturale, cette fois du côté de la typologie moderne, pour éviter de paraître trop antiquisant, je dirais que tu es un logement traversant, doté d'une double hauteur et généreusement éclairé. Tant pis pour ceux qui se reconnaîtront dans le modèle malheureusement plus courant du flat mono-orienté plein nord. L'érudition te distingue également. Tu possèdes une culture architecturale comme il y en a peu dans ce milieu, étonnamment, et tu la mobilises avec brio, non seulement en cours, mais aussi en atelier, sans parader ni intimider tes interlocuteurs. Tu t'en sers non pour surplomber les étudiants, mais pour les élever. Ce sont désormais ceux de l'Université Polytechnique de Milan, un établissement qui sait cueillir les fruits mûrs du vivier français, qui y auront droit. Cette érudition qui en France s'accompagne parfois d'une personnalité revêche, le côté intello, froid et cassant, est chez toi irriguée d'une sensibilité dont témoigne la finesse de tes observations. Ta capacité à percevoir la singularité des individus, leur fragilité parfois,
te permet d'accompagner les étudiants au cas par cas. Cette délicatesse que tu dissimules derrière un style incisif est un des traits de ton intelligence. La sagacité de tes synthèses te confère de l'ascendant lorsque, dans la confusion des débats agités, tu parviens à résumer d'un mot ce que tous les autres semblaient chercher péniblement. Cette qualité s'accompagne toutefois d'un appétit immodéré pour la réplique, voire le calembour, que tu lâches régulièrement avant d'écarquiller les yeux avec lesquels tu scrutes ton public pour en vérifier les faits. Tu exerces plusieurs langues, celle du franc-parler, mais aussi la verve, qui donne à certains de tes discours un air de pamphlet, et entre les deux, une manière de réfléchir à voix haute, avec des phrases aussi courtes que puissantes, telle l'amorti du tennis, ce sport que tu affectionnes, où les montées au filet obligent à une fermeté du geste. Tu retiendras cette observation lorsque tu reprendras tes recherches sur la picturalité de l'architecture, la topologie et la figure, la phénoménologie et la perspective, et bien d'autres sujets qui occupent avec loisir ton temps libre et qui t'ont déjà valu de belles publications dans des revues savantes, telles que Le Visiteur, certains à deux mains avec Judith, mais également Topos ou Causa Mental. Dans certains de tes textes, tu t'obstines parfois à chasser sur des terres ardues, alors que ton jardin a de quoi nous étonner. Tu parviens au détour d'une discussion à dire l'esprit des formes comme nul autre. Mais lorsque tu écris, tu ressembles parfois à un grand peintre figuratif qui s'oblige à être un peintre abstrait. Puisque mes conseils en privé ne sont pas toujours suivis, j'espère donner à celui-ci plus de poids en le prononçant en public. Ta carrière est également celle d'un long cycle de conférences, les dernières ayant eu lieu en Corée, où d'anciens étudiants se sont récemment cotisés pour exprimer leur reconnaissance en t'offrant une tournée au pays du matin calme, tandis que les Milanais se félicitent d'avoir recruté un ténor. Alors que la retraite si redoutée évoque trop souvent l'ingratitude et l'oubli, c'est pour toi le bel âge de la récolte qui s'ouvre, bien au-delà de l'Hexagone. Il est mérité pour celui qui a beaucoup donné sans toujours recevoir. J'ai pris la parole en tant qu'ami, je dois la rendre, en tant que représentant de l'institution qui te décerne un titre prestigieux, l'institution à qui revient le dernier mot dans les formes qui sont les siennes. Et c'est donc, cher Laurent Salomon, au nom de la République française, suite à la décision de la ministre de la Culture, que je vous fais chevalier des Arts et des Lettres. Alors, je suis Caroline Magnac et j'enseigne à l'école d'architecture de Rouen. Et je m'associe donc pleinement au témoignage de Karim Basbou, que je remercie d'ailleurs pour m'avoir sollicité à être présente aujourd'hui parmi vous. Cher Laurent, nous sommes collègues donc à l'école de Rouen où nous avons été nommés professeurs tous les deux. Plébiscité par les étudiants, Laurent a été un pilier de l'enseignement du projet et a assuré un cours de théorie très suivi. Il a aussi pris des responsabilités administratives et pédagogiques en prenant la lourde tâche de président de la commission pédagogique. Et d'autres ici dans cette salle savent combien cette charge est lourde de responsabilités, de décisions et beaucoup de travail. Ayant par moi-même participé à plusieurs des jurys de PFE sous la direction de Laurent Salomon, j'ai pu constater la solidité des propositions que faisaient les étudiants qui travaillaient sous sa direction.
Et Laurent est d'ailleurs aujourd'hui professeur émérite de notre école, en charge d'ailleurs de plusieurs doctorants qui réalisent des doctorats plus portés sur le projet. D'ailleurs, dans un beau travail de mémoire, Sophie Martin, qui est aujourd'hui ici et qui est en HMO, a observé avec attention la pratique pédagogique de Laurent Salomon et les outils qu'il a mis en œuvre pour apprendre à opérer les choix de regard. Les enregistrements et les notes prises tout au long d'un semestre d'observation lui ont permis de dégager les concepts architecturaux proposés par Laurent et les références ou connaissances d'ordre littéraire, philosophique, pictural, cinématographique, vers lesquels les étudiants sont renvoyés à approfondir et à regarder par eux-mêmes. Son enseignement est aussi une ouverture vers des champs indirectement liés à celui de l'architecture. Alors, nous avons été nommés en même temps chevalier des Palmes académiques et c'est ce qui me donne la possibilité de te remettre aujourd'hui, en tant que porteuse du titre, cette médaille qui reconnaît ton engagement pédagogique. Et pour respecter les codes de la remise, cher Laurent Salomon, je vous fais chevalier des Palmes académiques. Pour initier ce petit discours, je vais évidemment remercier mes remettants, des louanges dont ils m'ont honoré. Caroline, collègue d'une 8aine d'années que j'avais rencontrée par l'intermédiaire de Karim quand Balkrishna Doshi avait demandé à l'SFA s'il pouvait visiter la Villa Jaoul. Donc la boucle se boucle. Elle avait rendu cela possible et de ce fait, Balkrishna n'avait plus jamais cessé de correspondre, envoyant des petits messages amicaux 2 ou 3 fois par an et nous demandant sans arrêt de venir le revoir à Ahmedabad. Évidemment, ça ne s'est pas fait. Karim, brillantissime étudiant, enseignant, écrivain, désormais professeur HDR, qui est entré dans l'ordre des arts et lettres avant moi, et ami de cœur qui me comprend au-delà des mots. Je dois aussi remercier publiquement mes proposants, je ne sais pas si ce néologisme est audible, qui ont dû donner un jour un dossier ou un nom à quelqu'un qui pouvait décider de ses honneurs. Donc je comprends que la République m'honore. Dans la période actuelle, je crois qu'il est important de la distinguer de l'État qui l'a fait fonctionner. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est assez éloigné de ce que me faisaient espérer mes livres d'écoliers, d'élèves ou d'étudiants. L'indifférence actuelle aux aspirations de nos concitoyens est à la limite du mépris, elle me fait un peu honte. Je vais donc me persuader que l'odeur qui m'est faite procède plutôt du lien qui, à titre personnel, me relie à cette République que j'ai servie et que je sers encore du mieux que je peux. Après cette petite manifestation d'humeur, je vais vous remercier tous de votre présence si nombreuse, qui me remplit d'émotion. Chéreau avait fait ce film étrange, scénarisant en anticipation sa propre disparition, qui s'appelait « Ceux qui m'aiment prendront le train ». Sans attendre une si tragique échéance, j'en vois un certain nombre qui l'ont fait pour cette occasion, voire qui ont pris l'avion. Cela me touche infiniment. Je voudrais aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, rendre maintenant un hommage à certains
qui auraient sans doute aimé être là et qui ne le peuvent plus. Ce sont des amis architectes proches ou très proches qui sont partis sans même m'attendre. Je vais les nommer pour que leur nom résonne ici aujourd'hui et que vous sachiez bien qu'ils ne me quittent jamais. Mes pensées vont vers eux dans l'ordre de leur départ: Michel Kagan en 2009, Dominique Thierry en 2013, Édith Girard et Maxime Kettoff en 2014, Jacques Ripaud en 2015, Patrice de Turenne en 2017, Gwenaël Clément en 2020, Gérard Itier en 2021, et pour finir, si l'on peut dire, Mauro Galantino et Nikos Ktenas en 2022. Ce soir, je pense à eux beaucoup. Je pense aussi évidemment à mes parents, à mon père qui a toujours été mon modèle de dignité, comme l'a si justement rappelé Karim, sujet cher à Karim, la dignité d'ailleurs, et à ma mère, très concernée par les palmes, elle qui était une institutrice habitée par sa fonction. Voilà. Bon, revenons aux vivants. Je m'excuse d'avance auprès des amis et des proches non-architectes, il y en a quand même quelques-uns ici, du caractère très architectural de cette Lectio Magistralis qui est de tradition transalpine et que j'importe en quelque sorte car je la trouve à la fois belle et responsable. C'est le discours d'un professeur qui part, se retourne sur sa carrière et en tire des leçons qu'il pense utiles aux plus jeunes. Donc, j'ai quitté le 1er septembre l'essentiel de mon activité d'enseignant en France après 40 années de service, et cela même si mes collègues de Rouen m'ont honoré du titre de professeur émérite, ce dont je les remercie. Je continue au Polytechnique de Milan par goût autant que par italophilie. Et je ne saurais dire jusqu'à quand ni sous quelle forme, car tout cela est en train d'être transformé. Je ne pense pas être devenu enseignant par hasard. Il devait, mais je ne sais pas s'il est là, il y a quelqu'un en tout cas dans cette salle, ah si, là je sais, si. Il y a quelqu'un dans cette salle qui, encore étudiant, m'avait affublé de sobriquets prometteurs. Professeur Molasson ou professore, selon les cas, c'était ironique et charmant. Il faut préciser qu'à cette époque, être étudiant n'avait que peu de rapport avec l'actuel parcours du combattant. Le confort matériel du quotidien et une bien meilleure mesure dans la charge de travail des étudiants y étaient pourvoyeurs de curiosité intellectuelle. Pendant ces études, avec mes camarades, nous avons vu arriver l'histoire de l'architecture dans le champ de son projet par l'apport de 2 étudiants, Philippe-Charles Dubois et Jean-Paul Robert. D'ailleurs, je viens d'apprendre à l'instant, avant d'entrer dans cette salle, que Jean-Paul Robert a été enterré ce jour. Donc, cette histoire y venait non comme recette, ni comme culture autonome, mais comme possible instrument de projet, et cette nouvelle fonction instruisait notre enseignant d'alors de l'utilité de certaines connaissances qu'il pensait sans doute obsolètes. Nous avons vu aussi une étudiante arrivée d'Épinal, Claude Roux, inventer une approche du projet qui allait devenir pendant les 45 années suivantes un outil original de l'enseignement, puis ultérieurement du développement du projet. Et l'histoire de cette chose n'est pas finie. Le plus souvent, on l'appelle figure. J'ai déjà pris le temps de démontrer que c'était la représentation d'une organisation topologique, une pré-organisation de l'espace, ce que Judith, ici présente, dénomme pertinemment le projet du projet. Nous y reviendrons. Ce qui compte, c'est que cela a été l'invention d'une étudiante. Nous avons aussi, avec Laurent Bourgois, participé à réintégrer la notion de forme dans le débat architectural de notre école d'alors, UP7 au Grand Palais, qui revendiquait comme principal vecteur d'enseignement la relation entre architecture et sciences exactes, dans une approche assez improbable, les principaux défenseurs de cette option étant à peu près incapables de résoudre une équation à 2 inconnus.
Pour mener cette lutte, à l'opposé des sciences dures, toute la pensée vivante était convoquée. Lacan, Lévi-Strauss, Barthes, Foucault venaient à la rescousse. C'était les années 70, c'était un autre siècle. Alors même si cela pourrait apparaître comme une suite logique de cette période d'instance prospective intellectuelle, enseigner a été une proposition, pour moi en tout cas, a été une proposition venue des autres. On m'a encouragé un jour à déposer un dossier. Jean-Patrick Fortin est le grand responsable de cette histoire. Bien sûr, comprendre est et a toujours été mon obsession. Si enseigner, c'est expliquer, pour pouvoir expliquer, il faut d'abord comprendre. En architecture, c'est comprendre tout ce qui peut l'être, en ayant conscience qu'une part va échapper à toute explicitation. Je n'ai jamais eu aucune considération a priori pour le talent pur, le mien éventuel ou celui des autres. Je ne suis impressionné que par la façon dont chacun arrive à rendre son talent effectif. Cette obsession de comprendre qui m'habitait était sans doute nécessaire, mais non suffisante. Je vais donc revenir sur la notion de maître. Tout à l'heure, on vous en a présenté 3. Moi aussi, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes. L'un des 3, donc le premier à avoir contribué à façonner ma personnalité d'architecte, disait qu'on ne peut enseigner que si l'on a soi-même été enseigné. Il revendiquait de l'avoir été. Il a enseigné 22 ans dans cette école, il a notoirement contribué à son excellente réputation. Et vous parlant ici, dans cet amphithéâtre qui porte le nom de Bernard Huette, son alter ego pédagogique, je suis toujours très étonné qu'aucune salle ne porte son nom. Tous ou presque ont reconnu la personne que j'évoque, c'est Henri Siriani. Il m'a appris ce qu'est un projet d'architecture, l'importance des processus logiques, la juste place de l'ego du concepteur dans des dispositifs déductifs qui ont leur propre vie et que nous sommes toujours gagnants à identifier et à accompagner. Le second, il vous a été aussi présenté, il est Romain. Je pourrais dire qu'en complément de cet apprentissage du projet architectural dispensé par Henri Siriani, il m'a plutôt enseigné ce qu'est l'architecture, cette chose intemporelle, caméléone, qui s'adapte à la versatilité des temps sans jamais perdre sa nature propre. Franco Purini, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qualifie l'architecture de métamorphique. Comprendre cela, c'est se donner la capacité de distinguer dans un projet ce qui compte de ce qui est anecdotique. L'important est ce qui perpétue la vocation de notre art, à savoir représenter notre façon d'être au monde. Et comme j'ai appris cela non au fil de mon initiation à faire des projets, mais postérieurement, on comprendra que j'ai cherché ensuite à faire des projets qui soient aussi des choses de l'architecture. Car c'est une fausse évidence que de penser que l'architecture habite spontanément tout projet qui s'en revendique. Vous allez me demander alors qui est le troisième maître, puisque je n'ai pas pensé à citer Roland Schweitzer, pas Louis. C'est bien sûr le même que celui pour qui Louis Kahn travaillait en secret, celui avec lequel il entretenait continuellement un dialogue imaginaire pour prendre ses propres décisions d'architecte. C'est Le Corbusier, bien sûr, celui qui n'enseigne pas, mais dont toute l'œuvre est leçon. Elle est dans sa globalité, nous suggérant, au-delà de la simple fascination, nous instruisant, au-delà de la simple fascination, du rôle de la pensée dans l'organisation d'abord de l'espace, ensuite des formes et des petits mots qui le concrétisent, et dans cet ordre. Franco Purini, pour revenir à lui, déploie une vision de deux catégories d'espace dans l'architecture, l'espace absolu, celui de la transcendance, et l'espace phénoménal, celui de l'existence. Il illustre le premier, spontanément, avec une construction datant de l'Empire romain, rattachant implicitement cet espace à une ère révolue.
En revanche, il illustre le second avec l'Assembly Hall de Chandillard, donc de Le Corbusier, présentant en creux l'architecture moderne comme mue par une approche phénoménale. Cet autre espace serait donc un récit nourri de symboles et de métaphores. Quand le parcours raconte, la topologie devient déterminante, donnant à chaque chose sa place et prescrivant les infinies modulations que l'architecte peut inventer pour traiter du programme. Cette organisation symbolique de l'espace porte en elle ce qui, expurgé de toute idée préconçue, va présider à l'invention d'un langage. Nous y reviendrons aussi. Et c'est dans la démonstration de cela que Le Corbusier m'est un maître. Alors j'ai cité des maîtres et j'assume d'en avoir, mais en revanche, aucun ne peut prétendre au statut de divinité. La critique reste libre dans le domaine de l'architecture. On peut dire avec justesse qu'Oudinot n'a jamais su intégrer à la mesure nécessaire la pensée structurelle dans son enseignement du projet. Et cela même si c'est une carence nationale et que cette dimension pourtant incontournable de la conception est pratiquement sortie des radars de nos écoles nationales. De même, on peut regretter que le souffle épique des dessins de Franco n'ait jamais rejoint la réalité. On peut même critiquer architecturalement le Suisse. Si quelque chose lui échappe bien à lui aussi, c'est le caractère consubstantiel de la pensée structurelle à la pensée spatiale. Cette rame de poteau l'a opportunément débarrassé d'un sujet avec lequel il n'est pas à l'aise. C'est un procédé habile pour dissimuler l'effort structurel dans une cadence qui rythme autant qu'elle mesure. Mérage, son ingénieur indien, paix à son âme, nous en a raconté de belles sur les errements du maître pour la mise au point de la structure du secrétariat de Chandillard. Nul n'est parfait. Évidemment, si aujourd'hui je peux dire simplement ces choses, il m'a fallu des années pour les élucider. Et probablement que les plus anciens de mes étudiants présents ici ne reconnaissent pas nécessairement dans ces propos ce que j'ai pu leur transmettre à leur époque. Abordons frontalement cette question de l'enseignement. Je ciblerai deux aspects bien distincts. D'abord, nous sommes confrontés au fameux temps de cerveau disponible. Ici, celui laissé à l'étudiant pour étudier. Et je veux insister sur la différence entre étudier et apprendre, car la complexité des connaissances et des savoirs, de ce qui nous est familier et de ce qui a du goût, pour rendre à ces deux termes leur acception originale, nécessite l'étude approfondie de leurs interrelations, et donc beaucoup plus de temps disponible que celui qui est laissé aux étudiants dans un enseignement actuellement plutôt dévolu à son ouvriérisation. Les étudiants doivent aborder des connaissances pas toujours nécessaires, beaucoup purement utilitaires, déconnectées les unes des autres, et de ce fait relativement sans saveur. Ils sont noyés par des mises en application extérieures à leur travail de projet architectural, qui ne font plus de lui, ce projet, le lieu d'une synthèse inventive, d'une accumulation d'éléments hétérogènes. D'ailleurs, tout enseignement présent dans nos écoles en vient à prétendre au projet. Mais quel projet ? Mon voisin de palier me parle de ses projets de vacances ou de dîner, n'est-ce pas, puisqu'il est ici. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous avons enseigné. Ce n'est donc pas pour rien qu'aujourd'hui, ces étudiants ont bloqué les écoles. L'incapacité de la tutelle à mettre de l'ordre dans cet enseignement y est pour beaucoup. Qui décide des contenus si décalés qui prennent place dans l'enseignement français de l'architecture ? De l'autre côté, il y a aussi l'incapacité des instances professionnelles à obtenir une adaptation nécessaire de la formation au fondement de l'activité de l'architecte, et cela est tout aussi désolant. Quand cet ordre des architectes s'est-il rendu pour la dernière fois au ministère pour demander que la part de l'enseignement de la construction soit à la hauteur des nécessités ? Doit-on vivre dans un monde où les objectifs de l'acte de bâtir sont l'apanage des commerciaux et où la mise en œuvre est l'apanage des industriels? Vous devez le réaliser, le BIM nous abîme. Il nous abîme et il nous pousse vers l'abîme. Alors vous avez compris où nous en sommes arrivés. Déjà, au niveau de l'école, on peut dire « exit la recherche patiente ». Dans ces conditions, comment faire pour enseigner ?
D'autant que, devant l'absence d'attente collective pour l'architecture, nous avons à construire notre enseignement comme un projet personnel, porté par des idées et des choses très différentes, choses très différentes par des convictions. Aux unes, les dispositifs, aux autres, la finalité. C'est un processus qui se développe sur le long terme. Ce processus a un commencement, une archée. Alors que je me présentais au poste de professeur, il y a tout juste 9 années, il y a eu un membre de jury qui m'a demandé sur un mode grand échiquier « Et Siriani et Uno dans tout ça ?» J'aurais pu en réponse paraphraser la personne qui avait été invoquée. Uno est mort et moi je suis vivant. Les initiés comprendront à quel petit événement je me réfère. Mais je ne l'ai pas fait. Uno a été mon école d'enseignant. J'y ai retrouvé ex cathedra une partie de ce que j'avais moi-même éprouvé comme étudiant. J'ai découvert l'efficacité d'un enseignement collectif et progressif, la nécessité d'une mise en œuvre des connaissances dans la chronologie d'une formation, la nécessité de comprendre les préoccupations des étudiants pour les mettre en situation de recevoir un enseignement. J'ai même découvert, au détour d'un couloir, une interprétation au fil de mes propres recherches, assez iconoclaste, mais passionnante, de la leçon de Cannes, c'est dire. J'œuvrais dans un dispositif pédagogique et je me le suis approprié. C'est pour cela que j'ai pu en établir ensuite une lecture critique qui m'a permis d'enseigner ultérieurement de façon totalement autonome. Ce faisant, j'ai pu accéder à une autre vision de la modernité, non plus héroïque et parfois un peu grandiloquente, mais vitruvienne. L'architecture n'est à mon sens jamais héroïque. Elle peut être puissante, ce qui en inquiète certains. Mais ce sont les architectes qui sont les héros quand ils se dévouent à une œuvre qui n'est attendue par presque personne. Donc après avoir clarifié ma position dans une filiation que je respecte et que j'assume, je vais parcourir ces 40 années d'enseignement continu, ici, à Paris-Belleville, plus tard à Rouen ou Milan. 40 années à avoir changé les modes, autant celles qui mobilisent les étudiants que celles qui se succèdent au sein de la discipline, comme autant de manières éphémères et malheureusement souvent creuses de coller à l'instant présent, et dont le filigrane est le plus souvent la variation de la pensée dominante, plutôt qu'une conscience aiguë de la complexification du monde. Vous comprenez à cette formulation que je n'octroie aucune légitimité aux courants qui traversent les pratiques pédagogiques actuelles, avec des épigones qui sautent comme des cabris en répétant écologie, développement durable, car il n'est pas question de créer une hiérarchie dans l'enseignement du projet architectural entre les rôles que peuvent ou doivent jouer les sujets contemporains que sont la crise climatique, les nouveaux outils numériques ou les matériaux biosourcés, avec tous ceux qui les ont précédés, la cohérence morphologique, la pertinence sociale, l'équilibre économique, la simplicité technique. Chacun de ces sujets d'intérêt, dès qu'il occupe individuellement le centre, sert de masque à une posture idéologique conduisant à limiter le champ de pensée que doit embrasser l'architecture pour être en mesure de représenter notre façon d'être au monde. Brandis ainsi, chacun d'entre eux participe à une fragmentation de notre discipline, tendant à la réduire à une part marginale d'un processus de fabrication du bâti dont tous les accessoires seraient égaux et dont la simple addition serait spontanément presque de l'architecture, et ne lui laissant en propre à cet art que d'enjoliver le sordide du réel. À ceux qui voient l'architecture comme un processus technique éventuellement agrémenté de quelques vertus esthétiques, je dirais qu'ils se trompent lourdement et creusent en toute inconscience une tombe dans laquelle ils pourraient bien tomber tout entiers, y entraînant avec eux le précaré de leur prétendue spécialité. Cette dépréciation de notre art est déjà en marche avec la complicité de ces inconscients. Si je reconnais volontiers de l'intérêt à ces différents sujets, c'est en ce qu'ils sont les éléments actuellement les plus représentatifs de la complexité qui atteint notre discipline. Complexité qui est un motif tout à fait légitime pour faire évoluer les processus pédagogiques et en redéfinir les objectifs, mais sûrement pas pour la segmenter. C'est parce que j'ai toujours refusé tout cela que j'ai pu œuvrer à l'évolution d'un enseignement de l'architecture déjà très catégorisé. J'ai tout d'abord compris qu'on ne pouvait pas aborder l'architecture elle-même en tant que discipline à enseigner.
Elle est un champ culturel qui regroupe des objets, une histoire, et qui représente l'évolution de notre vision du monde au fil du temps. C'est un périmètre au-delà de tout sujet d'étude. J'ai donc établi, pour ce qui me concerne, que la discipline que j'enseignais en atelier était le projet architectural et que celle que j'abordais ex cathedra était la théorie projectuelle, laissant aux historiens les rouages de l'histoire et aux philosophes le soin de son interprétation. C'est une analyse attentive des enjeux du bâtir qui m'a conduit à imaginer des dispositifs méthodologiques visant à en organiser la complexité, enjeux évidemment chargés d'exigences techniques conjoncturelles et aussi de leurs conséquences sociales et culturelles. Pour avancer dans cette direction, il m'a fallu m'aguerrir à la notion d'habiter. Qu'est donc en lui-même cet habiter? Qu'a-t-il pu être au cours de la longue histoire de l'architecture occidentale? Qu'est-il à ce jour? Que peut-il être demain? À la première question, si l'on en croit Heidegger, et je recommande de le faire, habiter signifie pour nous occuper l'espace et l'aménager pour notre compte. Naturellement, occuper l'espace devrait sous-entendre aussi s'en occuper, c'est-à-dire en prendre soin. Pour la seconde question, nous savons, ou devons savoir, que l'architecture occidentale a prospéré sur sa connivence avec une ambition politique extravagante de domination du monde, que cette dernière soit économique, géographique ou plus largement culturelle. En accord, je pense, avec mon ami Karim, je dirais que cette volonté de domination s'exprime de façon presque littérale dans la stylistique de l'architecture prémoderne. À chaque homme important un palais qui tente à imiter le temple qu'il dédie aux dieux, jusqu'à ce que cette imitation s'applique symboliquement à chacune des pièces du dit palais. Cet homme dominant le monde, quoi qu'il prétende, se prend pour l'égal de ces dieux, qu'il convoque opportunément pour leur attribuer des injonctions qui ne sont en fait que l'expression de ses propres désirs. Pour la troisième question, qu'est devenue cette habileté au-delà de cette période fondatrice? Cette ambition de domination est restée vivace, s'écartant plus ou moins des formes symboliques portées par les rhétoriques antérieures pour revendiquer une modernité matérielle, puis une post-modernité critique. Elle s'est munie des moyens techniques conquis par diverses révolutions technologiques et a fini par se perdre dans une boulimie ahurissante de tout ce qui se peut consommer sans mesure et en toute inconséquence. À ce jour, la faillite avérée de cette ambition est aggravée à chaque minute des avatars d'un système économique fondé sur une constante fuite en avant, dénommée croissance, et sur cette prolifération de l'espèce humaine qui se fait au détriment de toute autre manifestation de la vie. Pour parfaire ce désastre, certains attendent de la technique, qui nous a amenés là où on est, une nouvelle aberration, qu'elle arrive à dominer les conséquences de sa domination. Finalement, au-delà de discours convenus qui se veulent vertueux, cette ambition de domination survit à bas bruit. Pour la dernière question, revenons à Heidegger qui nous explique qu'habiter signifie pour nous occuper l'espace et l'aménager pour notre compte. Mais quel est donc ce compte? Ce ne devrait plus être celui de cette domination sans partage sur la totalité du vivant, j'en ai déjà parlé. Ce devrait être plutôt celui de notre vie commune avec tout ce qui fait monde autour de nous. Mais malheureusement, nous en sommes encore très loin. Pourtant, dans cette situation, l'architecte, pour représenter notre être au monde, est bien obligé de le penser. Il a les moyens de l'architecture pour proposer de nouveaux récits d'un habité possible et en faire des transcriptions poétiques. Mais cette situation nous oblige à remettre en cause les récits que nous avions élaborés ou ceux qu'aujourd'hui nous acceptons. Si nous passons ce pas, il est probable que le reste suivra. Tout cela pour vous expliquer qu'il m'a fallu approfondir aussi l'efficience projectuelle de cette notion de récit. Le récit de notre habité est d'abord une construction symbolique à laquelle participent tous les protagonistes que nos connaissances convoquent pour en être partie prenante. Et pour offrir une place à toutes ces choses, il faut organiser spatialement un endroit, créer entre ces choses des relations signifiantes pour élever cet endroit à un statut de lieu. Le récit de l'habité procède donc bien d'une organisation spatiale avant même qu'aucune chose ne soit édifiée, et le projet architectural
a vocation à être une transcription de ce récit destiné à tous. C'est cette analyse affinée autour de 40 années qui a alimenté mon enseignement du projet, le fondant sur la construction d'une sorte d'herméneutique de la forme architecturale, que celle-ci concerne l'enveloppe d'un vide habitable ou le vide lui-même. Au fil de cette recherche, j'ai découvert que l'on pouvait nommer cette approche de l'espace en tant que scène d'un récit donné. Il s'agissait de la topologie. J'ai donc imaginé qu'il existait un versant architectural à ce secteur marginal de la géométrie et plus constitutif de la géographie. Je me suis interrogé sur sa capacité à fonder un processus projectuel, à participer à constituer une grammaire permettant d'organiser l'invention formelle et à partir de là à contribuer à offrir une cohérence au récit d'une spatialité particulière. La fonctionnalité chère aux modernes vient après et sa place dans le récit est seconde. La technique constructive, quelle qu'elle soit, vient aussi après, car elle se détermine en fonction de la nature des différents protagonistes des récits et de leur position, pour faire lieu. Évidemment, la technique constructive permet de matérialiser l'espace bâti dont elle est indissociable, mais il n'est pas indispensable de l'intégrer au récit lui-même, bien qu'elle puisse toutefois en faire partie, si le récit le nécessite. Cet ensemble de réflexions a été structuré dans le cadre d'une thèse, essai intitulé « Le règne du lieu », formule que j'ai opportunément empruntée au titre d'un chapitre de l'ouvrage d'Heidegger « Être et temps ». Pour envisager la nature de ce récit, il faut garder à l'esprit que chaque art dispose de moyens d'expression spécifiques. Les grammaires architecturales, musicales ou picturales, voire cinématographiques, n'utilisent pas les mêmes moyens pour leur représentation. Pour autant, toutes ces œuvres sont également des fictions. La transcription d'un récit de l'habité que notre imagination construit n'a pas une littéralité qui serait issue de la littérature. D'une part, le vocabulaire disponible n'a pas la même étendue, et d'autre part, la capacité d'évocation poétique propre à l'espace construit ne procède pas des mêmes dispositifs métaphoriques que cette poésie plus acceptée en tant que telle qui appartient à la littérature elle-même. C'est ce que Ricoeur appelle la refiguration. Il n'y a pas de traduction en architecture d'un récit littéraire, comme on traduirait Cervantes, Dante ou Shakespeare depuis leur langue d'origine en français. La transcription spatiale d'une pensée ne nécessite d'ailleurs pas d'être précédée de mots qui ne lui appartiendraient pas. Même si certains d'entre nous peuvent trouver utile de consigner cette pensée dans un écrit, considérant que cela leur fait gagner en cohérence et en rigueur. Mais concernant notre responsabilité d'enseignant, il est indispensable d'amener progressivement les étudiants depuis un mode d'expression qu'ils connaissent, l'oral ou l'écrit, vers une traduction dans la langue de l'architecture, et cela pour deux raisons distinctes. La première est que la plupart d'entre eux rejoignent ces études sans une culture acquise de ce champ particulier de la culture. Ils vont donc devoir en absorber rapidement les principaux constituants en partant du langage qu'ils maîtrisent sans doute le mieux, l'oral. La seconde procède de ma seule conviction, nourrie tout de même de l'expérience d'encadrement de à peu près 4000 projets d'étudiants que j'ai pu voir pendant les 40 ans d'enseignement. Ma conviction est qu'il faut une longue pratique pour arriver à intérioriser ce qui caractérise le langage de l'architecture et qu'en conséquence, une expression qui se ferait directement dans cette langue singulière n'est accessible qu'après avoir terminé ses études si courtes au regard des vastes connaissances qu'elle prétend embrasser. J'ai donc toujours fait travailler les étudiants sur la cohérence entre le dit et le fait, et la centaine que vous êtes aujourd'hui dans cette salle ne pourra pas dire le contraire. Pour dépasser maintenant cette question d'enseignement, non de l'architecture mais du projet architectural, je voudrais me pencher quelques instants sur l'état et la position de l'architecture dans notre société, toutes choses qui résultent de la situation économique, politique et culturelle actuelle. Tout d'abord, il me semble peu contestable que depuis l'avènement d'une représentation architecturale de la modernité en rupture avec une continuité de formes et de signes remontant à l'Antiquité, il n'y a pas grand-chose dans les œuvres produites qui ait rejoint un imaginaire collectif, c'est-à-dire qui puisse être reçu et partagé par le plus grand nombre.
L'architecte est donc seul avec son œuvre, considérée au mieux comme déroutante, au pire comme laide, et qui est très rarement appréciée à l'égal de celle des siècles passés. Le sujet se heurte à 3 écueils. Le premier est que cet imaginaire collectif est encombré d'images persistantes, fabriquées par ce récit d'une domination sans partage, domination à laquelle les transformations sociales survenues depuis les 19e et 20e siècles ont pu faire croire un moment que tous finiraient par en être bénéficiaires. Il semble tout de même que cette illusion soit en recul au jour présent. Ensuite, comme l'avait justement identifié Bruno Zevi, l'absence d'une grammaire commune à la production nouvelle d'architecture rend son aspect peu accessible aux néophytes, donc peu appropriable. Problème aggravé dans un pays comme le nôtre qui n'enseigne presque rien de l'architecture dans les premiers cycles de formation. Enfin, le délire contemporain de la représentation du capitalisme triomphant ramène au premier plan une architecture réduite à un événement plastique solitaire qui transforme le paysage urbain en un dépotoir des vanités. D'ailleurs, ce dernier est lui-même la transcription du monceau de frustration qui affecte cette finance omnipotente. Elle cogne vainement à la porte de la culture commune, qui seule lui apporterait cette marque durable dans l'histoire et que sa puissance comptable est bien impuissante à lui offrir. De là aussi l'effort permanent pour réduire la culture à un marché. En architecture, nous nous trouvons face à une forme nouvelle de beaux-ardisme. Ce qui le différencie de son ancêtre, c'est qu'il est privé de grammaire et donc encore plus incompréhensible que le modernisme qui l'a précédé, mais dont le plus grand nombre comprend au moins qu'il représente de façon excentrique des formes et des enjeux dont il est exclu. Cette situation nous interroge sur les moyens dont nous disposons pour refaire une société bâtie, c'est-à-dire une cité qui se comprenne comme une offrande à sa population, conforme à cette belle invention de l'antique puissance romaine, l'URBS. Que peut offrir cette cité aux habitants ? Exactement ce qui n'est plus l'objet principal des projets contemporains, des espaces publics, les représentant en tant que collectivité. La production urbaine contemporaine se voue essentiellement à lotir le sol pour l'offrir à une spéculation rémunératrice. Elle procède d'une étrange croyance. L'espace de recul offert à la célébration bâtie d'une marque de l'industrie ou de la grande distribution, cet espace, dès lors qu'il est grand, équipé de quelques bancs, voire égayé de quelques végétaux, serait toujours une place publique. Son caractère public serait donc indépendant de la nature des objets qui le définissent en tant que tel. Cet espace serait donc étanche à sa propre constitution topologique. Il ne serait pas cette révérence incongrue faite à une marque de carburant, à une banque ou à un distributeur de biens de consommation, voire à un immeuble de logement riche de sa seule bizarrerie. Il serait sourd à son propre récit. Donc, si l'on se réfère à cette exception de l'espace public, toutes les places réalisées dans le monde prémoderne auraient pu se passer d'institutions signifiantes, d'une architecture dessinée pour que cette finalité publique soit incontestable. Donc, ce qui constituerait la dimension publique de cet espace serait seulement sa taille, comme pif de... Comment s'appelle-t-il déjà ? Cyrano, non ? Vous avez un nez grand. Voilà, donc tout serait dans la dimension. Seulement une dimension, sans la moindre considération pour l'architecture elle-même. Donc encore, la notion de monumentalité, dans son sens exact, n'aurait plus rien à faire avec le public. La notion de mémoire ne serait pas, ou ne serait que peu, liée à la construction d'un collectif social. Personne ne croit de telles balivernes. On le prétend uniquement pour justifier l'injustifiable. C'est une acception de l'espace public qui ne sert qu'à légitimer le morcellement de l'espace, comme l'exhibition de singularités marchandes, alors même que la fonction de l'architecture d'un collectif serait de lui donner de la continuité, de niveler les prétentions pour annihiler cette fameuse concurrence qui organise la guerre de tous contre tous. Dédier à nouveau l'architecture présente à la production d'espaces indiscutablement offerts aux habitants est donc une voie, et cela
sans se réduire à des parcs que l'on nous vend comme le nec plus ultra de l'espace public, mais qui ne sont le plus souvent que des alibis qui servent de masque à la production d'un paysage bâti, abandonné à la représentation spontanée d'un système socio-économique aussi injuste que vain. Mais alors de quels éléments de grammaire dispose-t-on pour écrire ces nouveaux espaces, s'il n'y a plus d'explicite dans l'ornement, que la forme elle-même se limiterait à définir un périmètre à ceux dont l'usage serait partagé? Peut-être qu'une nudité pourrait être une piste sur la voie de cette nouvelle grammaire pour en compléter le vocabulaire. Une nudité de la matière, une matière nue qui serait représentatif du respect dû tant à l'habitant qu'au monde qui l'entoure, garant de la durabilité nécessaire, substitut aux artifices envahissants de l'autocélébration, instruite des réussites comme des échecs de la modernité architecturale, qui d'une façon ou d'une autre serait la matrice de sa constitution, cette nouvelle écriture de l'habité rassurerait sur le retour d'une sagesse du monde. Car quelle que soit la piste explorée, il nous faudra bien juguler l'hystérique prétention individuelle de ces conceptions contemporaines pour espérer remettre l'architecture au cœur de l'organisation spatiale et sociale de ce monde et lui permettre de contribuer à résoudre la question de son épuisement à nous nourrir. Résoudre l'équation du nombre et de la ressource, voilà la seule question qui vaille actuellement de poser, et l'architecture peut proposer des solutions meilleures et les traiter avec brio. Voilà. Pour terminer, car vous êtes bien fatigués, je le sens, au-delà des vertus de la pensée, je veux donner un peu de place aux sentiments. Rien de ce que j'ai fait pour me retrouver ici, à cette place, ce soir, n'aurait été possible sans vous tous, et tous les absents d'ailleurs. Vous, proches, très proches, collègues, étudiantes et étudiants, vous tous qui, pour diverses raisons, représentez chacun une part de ma vie. Ma famille, mes amis, mes collègues, vous êtes les interlocuteurs privilégiés des méandres de ma pensée dans ma passion pour l'architecture, passion qui convoque sans discrimination toutes les facettes de nos échanges, la géographie, l'histoire, l'économie, la politique, la technique et l'art, bien sûr. Étudiants et étudiants, vous avez été, au fil de ces 40 années, un élixir de jouvence. Vos étonnements, toujours renouvelés, les progrès spectaculaires que vous pouvez faire quand l'enthousiasme vous saisit et que l'architecture finit par vous habiter, constituent un spectacle resplendissant, celui de la jeunesse en marche. Vous entraîner sur le terrain de la passion a toujours été mon défi, comme enseignant. Selon la formule d'Anaximandre, enseigner n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu, eh bien, je veux bien être taxé de pyromane. C'est Judith Rothbard, qui a aussi été l'enseignante de certains ici, qui m'a instruite de cette formule. C'est elle que je veux saluer pour finir, mon amie, ma sœur, mon amante, avec laquelle j'ai débattu depuis 33 ans de tout ce que je vous ai exposé ce soir, avec laquelle j'ai conçu ces quelques œuvres qui nous donnent parfois un peu de fierté, avec qui j'ai eu 2 enfants magnifiques que j'adore et qui me font comprendre chaque jour par leur seule existence qu'on ne peut pas faire aujourd'hui comme si demain n'existait pas. Voilà. Bon, l'émotion me prend un peu. Je pense qu'il faut qu'on aille arroser tout ça avant que je perde cette dignité si chère à Karim.